La mer, c'est un univers qui est très particulier. Et réussir à le mettre en image, cette dimension-là, mystérieuse, plus grande que nous, ça peut engendrer un peu de respect. J'ai pu constater qu'il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est extrêmement visible et c'est terrifiant. Ça mettra des siècles et des siècles pour revenir. Il faut vraiment que ça soit une prise de conscience internationale pour réguler un petit peu ce bouleversement. Hop là, tac. Guillaume Néry, je plonge sous la surface de la mer depuis 29 ans. Je suis Jérôme Esplat, je suis réalisateur de documentaires sous-marins et ça fait 30 ans que je suis le témoin discret des fonds sous-marins. Laurent Balesta, je suis plongeur sous-marin depuis tout petit. Ouais, voilà. J'ai compris très jeune que ce qui m'intéressait, c'était pas juste d'aller là où on nous disait que c'était le plus beau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément les endroits où on ne va pas. Mais où j'avais la sensation d'être le tout premier à descendre dessus. Et tant pis s'il n'y avait pas de Napoléon ou de requin-baleine qui passait par là, c'était pas grave. C'était le goût pour l'exploration, plus que pour la contemplation, en fait. Au lieu de montrer la beauté du monde, c'est de montrer ses mystères. C'est de montrer ce qu'on ne connaît pas, parce que ça permet de mesurer l'étendue de son ignorance. Donc moi, ma discipline, c'est de descendre et de remonter en palmant, sans assistance extérieure. Je deviens le plus jeune recordman du monde de l'histoire de la discipline. J'avais tout juste 20 ans. Et à partir de là, c'est vraiment l'aventure qui s'est continuée, où j'ai vraiment voulu devenir un apnéiste professionnel. Donc j'ai réussi en battant plusieurs records du monde. Et pendant que j'étais dans cette quête de la profondeur, que je progressais toujours plus bas, il y a eu un autre déclic. Il y a eu ce moment où j'ai eu envie de montrer, en essayant de proposer un regard original du monde sous-marin. Ça a commencé par des petits films, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas derrière cette idée de vouloir sensibiliser à l'environnement, à l'écologie. C'était vraiment d'aller au bout d'une démarche et d'une envie artistique. Et j'ai réalisé par la suite, mais en fait ces films ils avaient une portée de sensibilisation au niveau du monde marin. Que quand des enfants, des adolescents, même des adultes voyaient ces images-là où je plonge avec des animaux incroyables, où je plonge dans des décors sous-marins que la plupart des gens ne connaissaient pas, n'avaient pas idée que ça existait, ça a éveillé un désir soit d'aller découvrir ce monde sous-marin et en tout cas de prendre conscience de sa beauté, de sa fragilité. La mer, c'est un univers qui est très particulier. Et cet univers, moi, m'a tout de suite fasciné par ce pseudo-silence qu'on pouvait avoir, ce regard un peu auto-centré sur soi-même, et être vraiment à fleur de peau. La mer nous enveloppe, on a plein de sensations un petit peu partout, aussi bien corporelles que visuelles. Et c'est ce visuel, moi, qui m'a tout de suite intéressé, de ne pas pouvoir le garder que pour moi, mais de le partager au tout début à mes parents, à mes amis, à mes proches. Et dès que j'ai pu avoir une caméra, de le partager au plus grand nombre. Moi, je me suis concentré sur la Méditerranée et depuis 30 ans, 40 ans que j'évolue dans ce milieu-là, je n'ai pas encore trouvé de limite. Ça peut aussi bien être de l'archéologie, du militaire, du scientifique. Ça peut être vraiment axé sur la faune, sur l'environnement, sur la pollution. Les thématiques sont très larges, mais tout aussi intéressantes les unes que les autres. Nous, quand on traite une histoire, c'est d'apporter ces connaissances et ce savoir pour que le grand public puisse réfléchir à son tour et se positionner et trouver aussi lui de son côté une solution. Le travail d'exploration, par définition, le but c'est de le partager, c'est de montrer tout ça. Donc évidemment qu'on connaît plutôt les expéditions lointaines avec le Sélacanthe, avec les chasses des requins la nuit, parce que c'est voué à être montré au plus large public. L'organisateur de toutes ces grandes expéditions que j'ai pu mener, avant d'être ça, c'est un bureau d'études, d'expertise, de recherche sur le milieu marin.
des missions de cartographie des habitats, c'est-à-dire des cartographies de la biologie, des habitats marins. Et donc on s'est dit, mais il suffirait de rendre ces cartes accessibles. Donc on a développé cette application Donia sans être des informaticiens, donc ça a pris beaucoup de temps, pour que les gens sachent où ils posent leur ancre. Et puis après, il y a des actions plus concrètes, des choses très locales, qui s'apparentent à un travail de fourmi, qui consiste par exemple à repiquer les herbiers de Posidonie arrachés par les ancres. C'est quelque chose que l'on mène à Golfe-Juan, dans la baie de Beaulieu, pas très loin d'ici. On voit bien que les herbiers de Posidonie, pour revenir à eux, qui ont énormément régressé de l'après-guerre jusqu'à quasiment aujourd'hui, on sent que d'abord ça s'est arrêté de régresser, et il y a même ici et là des petites reprises. Mais il ne faut pas s'enthousiasmer plus que ça, il faut rester lucide. C'est-à-dire que c'est parti en quelques décennies, sur des centaines d'hectares, ça mettra des siècles et des siècles pour revenir. J'ai pu constater qu'il y a une évolution. Il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le truc le plus, on va dire, le plus facile à observer, c'est la température. Fin des années 90, début des années 2000, les températures les plus froides soient entre 12,5 et 13 degrés. Donc c'était vraiment froid. Et là maintenant, on est dans des températures minimales de 14 degrés. Ça amène des destructions. C'est le vivant qui disparaît. C'est extrêmement visible et c'est terrifiant. J'ai vu beaucoup de choses évoluer sous l'eau. Alors, des choses belles, parce qu'heureusement que la nature arrive à s'équilibrer. Beaucoup d'espèces sont revenues, notamment comme le mérou ou le corbe, grâce à des aires marines, grâce à des protections, grâce à des moratoires, mais aussi des choses qui sont un peu plus alarmantes, un peu plus catastrophiques. L'arrivée de macrodéchets, de microplastiques. Donc évidemment que les menaces sont lourdes, et c'est plus que des menaces. Les menaces, c'est comme s'il ne se passait rien. Non. Globalement, en mer, on voit moins de poissons qu'on en voyait même quand j'étais gamin. Par contre, quand on crée des aires marines protégées, ça fonctionne. Une aire marine protégée, c'est un titre générique très large qui veut tout dire et rien dire. Le terme générique, ça devrait être aire marine observée ou administrée, mais sûrement pas protégée, parce qu'il y a des aires marines protégées qui sont très très vastes, à l'intérieur desquelles il n'y a aucune réglementation particulière. Il faut sanctuariser, il faut protéger, il faut créer des aires marines réellement protégées. Il y a une résilience incroyable du monde sous-marin. Ces aires marines strictement protégées, où on a le droit de ne rien faire, où on ne peut même pas aller se balader, eh ben, elles ont quand même un effet positif et utile. C'est parce qu'elles ont un effet de débordement. Dès qu'on les laisse tranquilles pendant seulement quelques années, j'aurais tendance à dire, le temps d'un mandat électoral, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de se projeter très loin. Et les pêcheurs sont les premiers contents. Ils ont vite compris comment installer leurs filets en périphérie de ces zones strictement protégées, et ils font des pêches miraculeuses. Et du coup, même si souvent ils ont été très réticents à la création de ces zones protégées, ils sont souvent ensuite les premiers à en demander d'autres parce qu'ils voient l'effet que ça fait en périphérie. Et c'est ça qui rend la frustration encore plus grande, c'est que ce sont des décisions politiques. Il faut agir maintenant et on va récolter les fruits assez rapidement. Et ensuite, on pourra créer une dynamique vertueuse et on pourra aussi en parallèle essayer de penser dans un raisonnement global pour contenir, maintenir le réchauffement et les bouleversements climatiques. La principale inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est pas sur l'équilibre des espèces, la raréfaction d'une autre, la disparition d'un tel, qui ne sont que des conséquences visibles. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est sur les choses sur lesquelles on ne peut pas, nous, citoyens, interagir. Et vraiment, ce bouleversement climatique qui se fait vraiment à l'échelle de la planète aujourd'hui, nous, citoyens, ou plongeurs, ou documentaristes, on n'a pas les armes pour pouvoir lutter à cause de ça. Il faut vraiment que ça soit une prise de conscience internationale pour arriver à retrouver un équilibre et réguler un petit peu ce bouleversement. Il faut arrêter de croire que c'est par des solutions techniques qu'on va tout guérir, quoi. Et donc qu'on va pouvoir continuer à être dans la même opulence, dans le même niveau de consommation. La solution, elle est dans une attitude, donc c'est digne de la philosophie. Il faut apprendre à être heureux avec moins.
de toute façon, on y sera contraint, parce que tôt ou tard, la ressource ne sera plus là, ou alors elle sera plus que le privilège d'une élite absolue. Ensuite, il y a une chose qui est toute simple, hein. Ça s'appelle bien voter. Non mais c'est aussi simple que ça, je veux dire, lisez les programmes, quoi. Parfois, les grands industriels et parfois aussi les politiques nous orientent, nous invitent à faire des petites choses qui certes sont vertueuses, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais que c'est une manière de détourner notre regard des vrais problèmes. Donc quand on n'est pas informé, on se laisse porter par une démarche de facilité et c'est comme ça que les problèmes se perpétuent. Donc soutenir les actions, s'engager auprès d'ONG qui ont un pouvoir, s'informer et faire pression. Je pense que ça, nous en tant que citoyens, on a ce pouvoir-là et on a cette responsabilité-là, je dirais. Il faudrait que chaque personne puisse mettre un masque, une paire de palmes, un tuba. Il suffit simplement de regarder pour savoir quoi faire pratiquement, de comprendre un petit peu le milieu, de voir des poissons, de voir la beauté, de voir tout ce que ça peut nous apporter sur l'équilibre de la planète. Et cette prise de conscience, voilà, requiert peut-être un peu de courage pour certains, un peu d'audace, mais il faut vraiment mettre la tête sous l'eau et ça nous ouvrira des portes incroyables. Allez dans l'eau, vivez l'expérience, allez voir avec vos yeux, ressentez avec votre corps. C'est la mer qui crée le déclic, ce n'est pas l'intellect. On a besoin de l'intellect pour savoir ce qui se passe, mais après il faut aller ressentir ce qui se passe. Oui, je crois que chaque fois qu'on mesure, qu'on a les moyens de mesurer à quel point le monde qui nous entoure nous dépasse, nous est étranger, et bien paradoxalement on mesure à quel point il nous est indispensable. Il y a une phrase dans une chanson d'Alain Souchon qui je trouve résume très bien, c'est-à-dire il dit « ce n'est pas tant ce monde que j'aime tant, c'est le mystère qui est dedans ». Ben voilà. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Non, je ne crois pas être fan du monde qui nous entoure. Mais son mystère, ah oui, il continue de me fasciner.